Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon pas de côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt ? Prête ? À raconter ton pas de côté ? C'est parti ! Bonjour Edouard, Salut Andine, comment ça va ? écoute, ça va bien. Je suis hyper contente de te recevoir ici. Je suis content d'être là, content de découvrir ton cabinet. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Edouard Nguyen, je viens d'avoir 40 ans. Professionnellement, aujourd'hui, je suis photographe, freelance, depuis plus de 10 ans déjà, 11 ans. Voilà, célibataire, divorcé. Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu d'où tu viens ? Comment tu as grandi ? Dans quel environnement ? Alors, je viens d'une famille assez classique, somme toute, mis à part que j'ai grandi en France dans le 92, à Bois-Colombes. Ouais. Et ma mère est suisse et mon père est vietnamien, c'est un immigré vietnamien. Donc j'ai grandi avec les deux cultures un petit peu, la culture occidentale et la culture orientale. Et évidemment avec le métissage de l'apparence physique, ouais, j'ai toujours eu un petit décalage de base en grandissant dans la société. Comment tu pourrais décrire ce décalage ? Évidemment, il y avait une petite dose de racisme décomplexé à l'école, hein, mais bon, ça, on grandit avec. Les premières années, on était en école privée catholique, et il y a 30 et quelques années en France, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui, on va dire, au niveau sociétal, donc et particulièrement par rapport aux Asiatiques, c'était même pas perçu comme du racisme de la part des gens, c'était juste comme ça, quoi. Et oui, il y avait toujours des mots. C'était même pas, ça partait même pas d'un mauvais sentiment, mais c'est vrai que quand on te fait toujours des réflexions sur la cuisson du riz et voilà, et ce genre de choses. Forcément, même si c'est dit peut-être avec de la rigolade et peut-être de l'affection de la part des amis, oui, ça met à part. Enfin, on sent qu'on n'est pas comme Pierre et Paul. Comment tu l'as vécu sur le moment, à l'époque ? Parfois bien, enfin, le plus souvent, je vais pas dire bien, mais ça passait parce qu'il y a quand même cette envie d'intégration, cette envie de faire partie du groupe de copains. Et puis en fait, pour ma part, on finit par en faire une force, cette différence. On en fait une plus-value. Ok. Vous voyez ce que je veux dire ? On est l'asiatique de la bande. Et puis, Et comment tu l'as transformé en force, justement, ce point-là ? Déjà quand je me suis rendu compte que ça s'arrêterait pas en face. Ouais. Comment t'as su ? Parce que quand j'ai su, quand j'ai compris que c'était pas un problème pour les autres. Enfin, quand j'ai compris que qu'il y avait rien de mal, que dans leur tête, c'était pas quelque chose de mal ce qu'ils faisaient. Ok. Et c'est là, évidemment, si pour eux c'est pas quelque chose de mal, pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient ? Et quand j'ai compris que c'était pas répréhensible ce qu'ils faisaient, j'ai compris qu'ils arrêteraient pas, parce qu'il y avait aucune raison d'arrêter. Et que ça les faisait rire, et que... Voilà, donc, bon, entre s'asseoir dans un coin et pleurer, et continuer, et en faire une force, le choix était vite vu, quoi.
Ouais, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Non, non, je dis pas que c'est forcément évident. De faire ce choix-là, je veux dire, de réussir à avoir la maturité et l'acceptation pour se dire, enfin la résilience, pour se dire, ok, je vais en faire une force. Et toi, justement, alors comment t'as fait pour transformer l'essai quelque part? Alors, maturité, je ne dirais pas que c'est venu de maturité, je dirais que c'est plutôt venu d'une nécessité. Ok. Franchement, je vais pas m'avancer et dire que j'ai eu la maturité. Aujourd'hui, je peux dire que, ah tiens, j'en ai fait une force. À l'époque, j'ai fait ce que je devais faire pour pas être malheureux. Ok. Instinct de survie. Voilà, plutôt ça. Quand je disais maturité, c'était dans le sens de comprendre Ah. le processus, en fait. Ah oui, que ça s'arrêterait pas et que... Oh, bon, on m'a aidé, hein. J'ai été bien entouré. Ma mère bah, était consciente que ses enfants étaient métissés et allait se heurter à ce genre de difficultés. Donc elle a toujours été vachement dans le dialogue avec nous et aux aguets, justement, de ces difficultés qu'on pourrait rencontrer, donc qu'elle avait imaginées à l'avance. Et elle nous posait des questions euh, par-ci par-là, sans être trop lourde, mais parfois autour de l'école, ouais, où elle était vachement attentive si on lui racontait notre journée, à des petits signaux, par exemple, de si on était victime justement d'ostracisation ou de trucs. Et dans ce cas-là, voilà, on avait une petite discussion, elle nous donnait des petits conseils. Voilà. Comme quoi, par exemple? Sur le fait que, par exemple, que non, c'était pas un problème d'être issu de cultures différentes et d'avoir une apparence physique différente que la majorité des enfants à l'école. Que au contraire, c'était une force, c'était qu'on avait quelque chose en plus et non pas quelque chose en moins. Ce genre de choses. Voilà. Ok. Et c'était quoi alors ta force, justement? Ma force, c'est d'avoir quelque chose par exemple, que je sais en plus que les autres. Non. Parce que oui, la cuisson du riz, moi je sais le faire, ouais. Toi non. Moi les baguettes, je sais manger avec plutôt que de faire des dents de vampire avec comme toi. Voilà, moi je les manie comme toi, couteau et fourchette. J'ai pas l'air d'un con devant mon voile. Et donc finalement, c'est cette double culture avec laquelle tu as grandi. Ouais. Et c'est quoi les valeurs justement de ces deux cultures-là pour toi, avec lesquelles tu as grandi? Alors, pas forcément. Alors, c'est pas forcément une valeur liée à l'une ou l'autre des cultures, mais la valeur apportée par ces cultures, c'est l'ouverture et l'acceptation d'autrui, de ce qui est différent. Ce que moi j'ai toujours voulu avoir, l'acceptation de la différence. Mais je vais pas dire que j'ai jamais eu, hein, mais je l'ai aussi beaucoup pas eu. Et du coup, aujourd'hui, je sais que moi, dans ma vie, c'est un de mes piliers. Tout ce qui est. Je cherche activement la différence. C'est pour ça que je voyage autant. C'est pour ça que, par exemple, en société, dans un groupe de personnes, tu me trouveras toujours fourré avec les étrangers. Ouais, et j'essaye autant par curiosité que, beaucoup par curiosité, j'essaye toujours d'être en contact avec ce qui est différent pour le comprendre et l'intégrer à ma vie, l'accepter, parce qu'il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant à prendre dans ce qui est différent. C'est ça ta force. Un petit peu. Et tu vas le retrouver dans mes pas de côté. Ouais. Justement, avant de parler de tes pas de côté, quand tu étais ado, jeune, enfant, tu te disais plus tard, moi je serais... Waouh. Différent. Ouais, mais tu dis que tu l'étais déjà. Ouais, mais alors différent de quoi? Je me suis dit, je veux pas une vie comme tout le monde. Ok. Voilà. Je sais pas comment je ferais. À cette époque-là, vraiment,
j'avais pas de job précis en tête. Je savais juste que non, je serais pas dans un bureau 9 to 5. Non. Déjà, à 9h à 17h, c'est déjà cool. Il y en a plein qui finissent plus tard. Hein. Par exemple, j'étais au lycée à Neuilly-sur-Seine. Tous les jours, en allant au lycée, je voyais les tours de la Défense. Ouais. Je les regardais, je me disais, moi, ça, jamais. Mon petit frère, il y a été, lui. Ça représentait quoi pour toi, ces tours ? La norme, l'immobilisme, hyper flippant pour moi. Enfin, genre, d'ailleurs, je ne vais jamais à la Défense, je me sens très mal là-bas. Ça m'arrive d'y aller pour des jobs clients, parce que ouais, cet endroit me fout la chair de poule. Pour moi, c'est le symbole de tout ce que je veux pas être, de tout ce que, ouais, tout ce qui est tout ce qui va à l'encontre de ce que je recherche dans la vie, quoi. Okay. Après, je respecte, hein, et même au-delà de je respecte, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à être là-dedans, à ne faire que ça, avoir un truc très, très réglé, très, très coucou suisse. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que j'en serais incapable. Et je le sais. La routine. Voilà. Non. Alors, j'arrive à mettre de la routine sur d'autres choses, par exemple mon yoga, par exemple, ça j'arrive bien à mettre la routine. J'ai beaucoup de mal à mettre de routine en ce moment sur mes compléments alimentaires. Je me faisais la réflexion hier, j'avais mes boîtes et je me disais putain, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans. Non, oui, après la routine a des bons côtés parce que ça donne d'excellents résultats. La persévérance donne d'excellents résultats, mais il faut choisir où la mettre. Je pense que la routine, dans certains aspects de la vie, peut encrouter. Et si elle est utilisée à bon escient, si on arrive à mettre de la routine dans certains aspects, par exemple, je pense au yoga, par exemple, que je pratique tous les matins, alors pas à 45 minutes, hein, mais les résultats, le fait d'en faire vraiment tous les matins, une quinzaine, vingtaine de minutes, me donne beaucoup plus de résultats que quand j'y allais une fois par semaine, 1 heure. J'imagine, mais d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé dans la pratique du yoga. Oui, mais c'est pas ce que tout le monde fait. Alors, tu disais que finalement, petit, tu t'imaginais avec une vie pas comme tout le monde. Voilà. Alors, une vie d'aventure. Une vie d'aventure. Ouais. Donc, plus tard, j'aurai une vie d'aventure. Je ne sais pas ce que je vais faire exactement pour l'avoir, mais je sais que ça sera une aventure. Et alors, par rapport à cette promesse que tu t'es donnée enfant, t'en es où avec tes pas de côté ? Je suis pas mal. Alors, je pense que je suis sur un tango. Ouais. Alors donc, finalement, t'es plutôt raccord. Ah, je suis très content de ma vie jusqu'à présent. Ouais, je suis vraiment satisfait. Par exemple, tiens, je pense que j'ai surtout fait ma vie en me disant je ne veux pas plutôt que je veux. Par exemple, une de mes grandes phrases, c'est je veux pas me retourner à 40 ans et me dire putain, j'ai loupé ça, j'ai pas fait ça, je suis passé à côté de ça. Et aujourd'hui, je viens d'avoir 40 ans en décembre, là. Et la veille de mes 40 ans, justement, je me suis retourné pour faire un petit check-up, savoir si j'étais raccord avec l'ado de 16 ans. Et je suis pas mal. Je suis vraiment bien. J'ai pas à me plaindre. Par rapport à ce que je m'étais dit, ouais, j'ai fait beaucoup de choses. Top. Ouais. Et si tu nous racontais, justement, tes différents pas de côté ? Alors, je pense que ça a commencé...
mon premier pas de côté, 18 ans. 18 ans, je rate mon bac. Aïe. Touloulouloum. Je rate mon bac. Bon, prévisible. Hein. Et là, très en colère contre l'éducation nationale. Ouais, c'est pas de ta faute. Bah, beaucoup plus facile à blâmer que moi qui n'ai pas révisé, hein, évidemment. Et bah, je me barre vivre à Londres. Ok. Pof. J'étais... Qu'est-ce qui t'a motivé à ce départ? Je me souviens qu'il y avait déjà... Bon, évidemment, j'étais pas fiero d'avoir raté mon bac. Et je pense que je voulais compenser en me montrant que bah, j'étais pas un raté, j'étais pas un rien et que je pouvais faire quelque chose de concret, un achievement autre que... Bah oui, j'ai raté mon bac, mais bah, je me barre, je viens à peine d'être majeur et je me barre vivre à l'étranger tout seul. Voilà. Tu prouvais quoi, là? Bah, je me prouvais que ok, j'avais raté ça, mais je pouvais faire autre chose. Enfin, Et que tu avais alors, à ce moment-là, quelles compétences à l'intérieur de toi? L'audace, le courage. Ouais. Ouais. Et j'étais peut-être pas le plus intelligent, peut-être pas le plus, non pas intelligent, mais le plus compétent en matière de scolarité, mais voilà, d'assiduité, j'étais dans la révision, mais que je pouvais faire autre chose de valorisant, on va dire. Ça a marché? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ce départ à Londres? Alors, ça m'a apporté déjà... déjà, je me suis prouvé que je pouvais... oui, j'avais le courage de quitter chez moi, parce que non content... Enfin, j'avais jamais habité ailleurs que chez moi. Enfin, c'était la première fois que je quittais le nid familial. Et non content de quitter le nid familial, je partais dans un autre pays. Dont, alors, oui, 2 heures d'Eurostar, d'accord, mais ça reste un autre pays. Je vais pas dire que je maîtrisais pas la langue, parce que je parlais déjà très bien anglais, mais avec une autre culture où tout à coup je devais travailler, vie active. C'est-à-dire que la plupart des gens à cet âge-là, quand ils quittent le nid familial, c'est pour aller faire leurs études et puis au final. L'appart, il est payé par papa, maman, enfin souvent. Hein, Quand on habite à Neuilly, en tout cas. Ouais, voilà, ouais, exactement. Mais là, tout à coup, j'avais un job, j'avais un patron, j'avais vie active, quoi, un salaire, un loyer à payer, des responsabilités, quoi. Et tout d'un coup, voilà. Donc, alors ça m'a pas fait plus peur que ça. Mais j'étais fier de réussir à le faire. Tu peux. Voilà. Et je me souviens que il y avait une certaine fierté parce que quand je prenais des nouvelles de mes potes du lycée, moi je suis à la fac, j'habite encore chez papa maman et ouais, une fois de plus, j'étais différent, mais là j'étais vraiment fier d'être différent. Donc je pense que c'est mon premier pas de côté où j'ai pas fait comme tout le monde à ce moment-là. J'ai repassé mon bac après, je l'ai eu. Et ça nous amène au deuxième pas de côté. Allons-y. Donc je passe mon bac, je reviens... Là, t'as quel âge? Je passe mon bac, je repasse mon bac 2 ans plus tard. Ok, donc 20 ans. En candidat libre. Ok. Ouais. Et puis là, miracle, je l'ai, parce que j'avais pas beaucoup plus révisé que la première fois. Et puis là, j'ai mon bac et je décide. En fait, le bac me donnait accès à l'École nationale des sous-officiers d'active dans l'armée de terre. Et j'y suis allé. Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? En fait, quand j'ai eu mon bac,
Parce qu'évidemment, je m'étais dit, bon, Edouard, putain, t'es pas allé jusqu'en terminale pour ne pas avoir ton bac. Parce que dans ce cas-là, autant s'arrêter avant, quoi. Donc, c'était pas vraiment par fierté, mais je me suis dit, bon, putain, c'est con, t'es allé jusqu'en terminale, donc prends ton bac. Et puis, mais j'avais pas du tout pensé à l'après, comme souvent dans ma vie. Et puis une fois que j'ai mon bac, là, je me rends compte que, en fait, c'est limite le début des études, en fait. Et moi qui étais pas très en accord avec la scolarité et puis le système éducatif français, même si, bon, aujourd'hui, je sais que ce que j'ai vécu collège, lycée, avait rien à voir avec ce que j'aurais vécu par la suite dans les grandes études. Mais en fait, à ce moment-là, je vais dire, oh, putain, mais en fait, je viens de terminer mes études, mais en fait, je les commence. Et là, je dis, non, c'est mort, c'est bon, j'arrête. Enfin, j'en veux plus. Et je cherche une alternative. Ok. Et donc, tiens, l'armée. Et c'était... Comment ça t'est venu, l'armée? Je sais plus trop. Comme une envie de pisser. Non, mais alors vraiment, par contre, ça m'est venu du jour au lendemain. C'est-à-dire que entre le moment où j'y ai pensé et le moment où je me suis engagé, il s'est passé 6 mois, quoi. Ouais. Et on t'en a parlé, t'as vu une pub Non. Je pense que c'était dans mon imaginaire. Enfin, quand je dis dans mon imaginaire, dans mon envie de quelque chose de différent et surtout quelque chose qui ne soit pas des études ou un job normal, plan-plan, routinier. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah tiens, l'armée, en plus, c'était assez pertinent parce que il y avait ce côté aventure, possibilité de voyage. Et puis aussi, j'avais besoin je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin d'un cadre où... Qu'est-ce qui te fait dire ça? À cette époque-là, j'étais conscient de mon incapacité à cadrer les choses dans ma vie. Ça se manifestait par quoi, par exemple? J'étais pas du tout rigoureux. J'étais incapable de tenir, non pas un engagement, mais quelque chose de régulier. Ouais. J'avais aucune persévérance. Dans le sens, par exemple, je prends l'exemple des révisions. J'ai jamais été capable de réviser plus d'une demi-heure. Et non pas une demi-heure tous les jours, je parle d'une demi-heure en tout. Pour moi, c'était une torture. C'était... ouais, fou, là. Et je pense que, au fond, inconsciemment, ça me rendait un peu malheureux, quoi. Parce que je voyais tout le monde capable de le faire. Je voyais tout le monde capable d'être régulier, rigoureux. Et oui, je pense que inconsciemment ça me manquait et ça me rendait un peu malheureux. Et puis je me suis dit, bon bah là, si tu vas là-dedans, t'auras pas le choix. Ça rejoint cette vision que tu avais petit, d'observer l'environnement, toi dedans, et de prendre une décision. Tu observes que finalement, c'est désorganisé autour de toi et que tu as besoin de mettre de l'ordre là-dedans pour retrouver un épanouissement interne. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Oui, bah, c'est ce qui est. Enfin, C'est hyper mature de voir ça comme ça. Je pense que la plupart de mes décisions, une bonne partie a été motivée autant par peut-être ce que tu appelles maturité que par nécessité, instinct de survie aussi. Parce que pareil, Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu avais cet instinct de survie qui s'est manifesté? Parce que c'est quand même violent. C'est-à-dire que si tu n'avais pas fait ça, t'en serais où? Tu sais que je vais l'appeler, on va pas l'appeler instinct de survie, on va l'appeler instinct de bonheur. Instinct de bonheur, ok. J'avais envie d'être heureux. Et ça passait par exemple, mettre de l'ordre dans ma vie. Ne regarde pas comme ça, tu vas me faire pleurer. Ben, elle était déjà là avant l'émotion. T'as besoin de quelque chose, là? Un peu de café. Un peu de café. Et donc cet instinct de bonheur, alors, c'est joliment dit. J'avais jamais entendu, je trouve ça très joli. Je viens de l'inventer. Mais c'est très joli.
Donc l'instinct de bonheur t'a fait rentrer dans l'armée. En quoi pour toi ça c'était un pas de côté? Alors c'était un pas de côté par rapport à ma famille, où il n'y avait aucun militaire. C'est pas parce que souvent dans les familles françaises, il y a toujours un oncle qui était militaire, ou le père, le grand-père et tout. Chez moi, d'un côté ou de l'autre, non. Rien du tout. Non, aucun militaire de carrière, ni même de passage. Et comment ça a été accueilli justement dans ta famille? Oh, bah après, avec moi, ils étaient déjà un petit peu habitués aux drôleries, aux bizarreries. Donc bon, encore un truc d'Edouard, tiens. Euh, euh, Parce que oui, enfin j'avais eu une adolescence, j'avais fait une crise d'ado un peu tonique déjà. Puis j'étais parti à l'étranger. Et puis j'avais pas eu mon bac, et puis j'avais essayé de le repasser. Bon, voilà, mes parents avaient compris que j'aurais pas un parcours de vie typique, quoi. Et alors, de la surprise, mais aussi je sais, de l'admiration, parce que pour mon engagement. Et évidemment, de la crainte de la part de ma mère, parce que je m'étais engagé dans l'infanterie. J'étais chef de groupe de combat, donc Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi ça... Enfin, oui. Alors en gros, j'étais sous-officier dans l'armée de terre, dans l'arme de l'infanterie, ce qui est les troupes au sol. En fait, les troupes qu'on envoie, les troupes qu'on envoie sur les théâtres d'opération, c'est les troupes qui partent le plus souvent. ok. C'est-à-dire que, voilà, et ce qui faisait peur à ma mère, c'est que j'avais choisi le truc avec le plus de potentiel, enfin, avec le plus de chances d'être envoyé sur un théâtre d'opération quelconque. Et elle n'a pas été déçue, parce que je suis parti et j'ai été déployé en Afghanistan en 2009. Ah bon, ça, elle ne le savait pas encore quand je suis engagé. Moi, elle l'a su vite, hein, parce que j'ai été envoyé 1 an et demi après m'être engagé. Donc voilà, il y avait évidemment cette petite crainte pour ma mère et pour mon père aussi, hein, évidemment. Et toi? Du danger pour leur fils. Ah non, moi j'étais très content. J'étais très content parce que je me disais, bon, au moins je ferai ce pourquoi je me suis engagé. Enfin, ce pourquoi je suis rentré dans l'armée, je ferai ce qu'on s'imagine faire quand on rentre là-dedans. Et t'imaginais quoi toi? L'action, quoi. L'action, le concret, le vrai. Mais attends, je finis. Pour mes parents, il y avait aussi il y avait un soulagement de leur fils qui a trouvé une situation, un emploi stable, pérenne, un cadre. Bon, évidemment, on y viendra après, mais je leur ai fait quelques blagues après, évidemment. Mais ça c'est les autres pas de côté pour après. Le déploiement en Afghanistan, écoute, qui s'est bien passé. Qui m'a valu une petite thérapie après, mais après, ça fait partie des expériences qui ont forgé ma vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là? Tellement de choses, Ouais. tellement de choses. Déjà une fierté, Ouais. évidemment. Je parle pas d'une fierté toxicité masculinité toxique, genre je suis un bonhomme, un vrai. Non, une fierté d'engagement. Qu'est-ce que ça représente justement cet engagement? Pas mal de choses. Tu sais quoi? Alors déjà, tout bêtement, ça a un rapport avec ma nationalité française. Ouais. Parce que n'étant français que sur le papier au final, parce que ma mère, je suis français parce que je suis né en France. Et d'ailleurs, l'État français me l'a toujours bien fait ressentir quand je demandais un passeport, où je dois produire beaucoup plus de documents. Ok. Du fait que mes parents sont pas nés en France, alors que, bon, techniquement, il n'y aurait pas besoin, parce que je suis né en France, je suis français. Et,
et du coup, voilà, il y a toujours eu ce truc où je me dis, putain, putain, je suis français et tout. Et j'ai l'impression de pas toujours être français, parce que entre eux, voilà, le racisme latent sur mes origines, et même l'administration française qui me fait sentir que, bon, d'être sûr qu'on est français, faut qu'on vérifie quand même. Et j'avais envie de dire à la France, ouais, vous avez peut-être pas l'impression que je suis français, mais moi j'aime la France en fait. Et je vous le montre en allant servir, en allant risquer ma vie. Je vous en veux pas. Et voilà comment je vous en veux pas. Il y avait de ça. Est-ce que je peux me permettre une question un peu profonde peut-être? Et tu me dis, j'ai pas envie de répondre, ok? Cette phrase que tu viens de dire, je vous en veux pas, tu l'as dit à la France, est-ce que ça pourrait être à quelqu'un de plus proche? Je pense à peut-être tous mes amis d'enfance, peut-être. Ok. Ouais. À la préfecture des Hauts-de-Seine. Non, voilà, ouais. Mais quelqu'un de vraiment proche, non. Non. C'est déjà proche, tout ton environnement de copains d'enfance. Dont j'en vois encore beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, enfin, je suis pas du genre à tenir des griefs, hein, voilà, de la rancœur. Et puis surtout, je sais que c'était une attitude d'époque, d'enfant, de configuration sociale. Je vois pas de raison de leur en tenir rigueur aujourd'hui. Ok. Donc, par rapport à l'engagement que tu nommais, donc tu disais, il y a une partie donc, de dire, voilà, je suis français. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette valeur d'engagement? Oui, comme je dis, de prouver à moi-même, aux autres, que je suis capable de m'engager dans quelque chose et de tenir mon engagement. Là, c'est un engagement très fort. Hein. Oui, voilà. J'aime bien faire les choses bien comme il faut. Voilà. Montrer une fois, voilà, genre oui, si, je peux le faire, voilà. Et montrer une bonne fois. Voilà. Et donc, ouais, il y avait de ça. C'est genre, oui, je peux. Je suis capable de m'engager sérieusement dans quelque chose et loin, quoi. Ouais. Donc tu gardes de cette expérience, cette fierté que tu nommes, d'autres choses? J'en garde, ouais, l'amour d'un pays, parce que ça c'est anecdotique, mais je suis tombé pas mal amoureux de l'Afghanistan. C'est un très très beau pays. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Le pays, enfin physique, le terrain du pays qui est très beau, qui est très rugueux, très rude, très brut. Et comme les gens du pays, en fait. Le pays a déteint sur les gens et il y a ce côté très simple dans les rapports humains là-bas. Il n'y a pas trop de détours. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé compliqué et fatigant dans les relations sociales, surtout dans notre petite bulle parisienne occidentale où putain, quand on discute, quand on a un rapport social avec quelqu'un, c'est fait de tours et de détours et de trucs, c'est très alambiqué et moi c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Mais voilà. Et là-bas j'ai trouvé une simplicité des rapports humains qui a été, ça a été un choc très dur quand je suis rentré justement. Quand je suis rentré en France, parce que je suis resté assez longtemps, je suis resté quasiment 8 mois là-bas. Ouais. Donc le cerveau a le temps de s'habituer à quelque chose. Bien sûr. Et surtout quelque chose, quand on découvre quelque chose qui vous plaît, qui se plaît, il fait « Ah putain, j'ai toujours rêvé d'avoir des rapports comme ça avec les gens. » Et puis quand on rentre en France, et surtout je suis rentré un été,
Donc vacances d'été, relations très frivoles avec les gens, tu sais, soirées, machin et tout. Et je me souviens que le choc thermique a été rude. Je me dis, oh putain, merde. Ah oui, en vrai, c'est vrai que les relations normales, ce que je suis condamné à avoir en vrai au quotidien, en fait, c'est ces relations hyper compliquées où quand quelqu'un te dit A, en fait, c'est B ou C. Et peut-être A après. Il faut savoir lire les petites lignes dans le discours. Ouais, voilà. Et ça me fatigue et ça m'attriste parce que je suis très mauvais là-dedans. Enfin, moi, quand on me dit quelque chose, je le prends je le prends pour argent comptant. Et j'ai envie de le prendre pour argent comptant, en fait, parce que je suis un éternel optimiste. Et j'ai envie de croire que les gens sont honnêtes et sincères, en fait. Et souvent, je me rends compte que, pas de façon malveillante, souvent à cause de pression sociétale, enfin de patterns sociétaux, les gens vont pas te dire exactement ce qu'ils pensent, mais c'est acquis pour tout le monde, mais pas pour moi. Choc culturel. Ouais, voilà, un petit peu choc culturel en rentrant. Et t'es resté combien de temps alors dans l'armée? 6 ans. 6 ans. Ouais, 6 ans, j'ai fait un premier contrat de 5 ans. Et puis j'ai re-signé un contrat d'1 an parce que je savais pas exactement si je voulais combien de temps je voulais rester après. Alors je suis rentré dans l'armée en sachant que je voulais absolument le faire, mais en sachant aussi que je voulais surtout pas y passer ma vie. Et en fait, j'ai quitté peu avant mes 30 ans parce que je me suis dit ah bah tiens, il est temps de faire ta vie d'après. Ton troisième pas de côté. Voilà. C'est ça ? Ouais, voilà ça. Et je me disais bon, si tu veux, je sais pas encore ce que je vais faire après, mais statistiquement, c'est plus facile de trouver du travail avant 30 ans. Donc je me suis dit voilà, quitte maintenant et puis. Pensée pragmatique. Ouais, voilà. Voilà. Assez pragmatique. Mais pragmatique désorganisé, parce que j'ai quitté l'armée sans savoir ce que j'allais faire après. Ouais. Ouais, mais déjà, bon, j'ai toujours eu, tu sais, l'éternel optimiste, j'ai toujours eu foi en l'avenir et en l'univers et en fait que ça se passerait bien. Je savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que ça serait pas trop mal. Et alors ? Bah, troisième pas de côté, bah, qui pareil, qui est venu d'une nécessité parce que. Parce qu'il allait falloir que je gagne ma vie. Et bah, problème, je quitte l'armée et puis je me rends compte que tout ce que j'avais appris à l'armée était pas trop applicable dans le civil. Comme quoi, par exemple ? Bah, majoritairement faire du mal aux gens. Non, ouais. J'étais pas spécialiste informatique, mécanique ou pilote d'hélico. Voilà, moi j'étais chef de groupe de combat, donc je savais diriger un groupe au quotidien et sur le terrain. Donc aujourd'hui, par exemple, une compétence que je garde de ça, c'est oui, je peux diriger une équipe dans une société. Oui, je peux diriger une équipe. Mais après, en compétences personnelles, oui, mis à part la guéguerre, j'avais pas été formé à grand chose, ou alors pas suffisamment pour avoir un diplôme, tu vois. Et en France, on aime bien les diplômes. Donc bon, je me dis bon, en gros, on me propose garde du corps, sécurité, voilà. Enfin, ça me passionne pas. Et puis dans ce cas-là, je reste dans l'armée. Et à cette époque-là, j'avais commencé, je m'étais pris de passion pour la photographie depuis l'Afghanistan. J'avais commencé à prendre des photos en Afghanistan. C'était les paysages qui t'avaient inspiré. Ouais, les paysages et ce qui se passait. Ouais. Ce qui se passait, les gens, les interactions entre les gens. Et aussi tout simplement parce que j'avais peur d'oublier ce que je vivais là.
j'ai une confiance toute relative en la mémoire humaine. Donc la photo pour ne pas oublier. Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Bah, je l'écris dans mon journal à un moment, dans mon journal de voyage en Afghanistan. C'est écrit à un moment. Et donc, je commence en 2009 en Afghanistan, et puis je quitte l'armée en 2012. Donc, ça faisait déjà 3 ans, et j'étais devenu très accro à la photo. Mais bon, j'étais pas pro, mais voilà. Et puis, après l'armée, je me dis, ah tiens, il y a un pas de côté intermédiaire, j'allais l'oublier celui-là. J'avais de l'argent de côté. Je quitte l'armée, et puis je me dis, bon, écoute Edouard, sois sympa avec toi-même, tu viens de faire 6 ans d'armée, t'as vécu des trucs un peu durs, et puis t'as une opportunité là qui se reproduira peut-être pas, t'as du temps et t'as de l'argent, investis un peu dans toi, prends du temps, et fais-toi un petit cadeau, et puis je suis parti, j'ai fait un petit tour du monde en fait, pendant 1 an. Qu'est-ce que t'en retires de ce tour du monde? Ça m'a sauvé la vie. Parce que à cette époque-là, j'avais pas encore fait ma thérapie post-Afgha, post-armée, et j'étais pas vraiment conscient du stress post-traumatique que je portais. Ce que j'ai ramené d'Afghanistan avec moi, c'était une espèce de distanciation sociale latente, où les gens me saoulaient. Parce que justement, les rapports avec les gens étaient compliqués, de retour en France, de retour dans le monde civil, dans la civilisation classique. Et j'étais devenu avec les années, j'avais toujours l'air très sociable, mais en apparence seulement, alors qu'en vrai, quand les gens me parlaient, je voyais des ballons de baudruche osciller devant moi, et puis je me disais, ouais, cause toujours, tu m'intéresses, parce que de toute façon, je sais que ce que tu me racontes, c'est pas ce que tu veux dire, et du coup, je m'en fiche. Et petit à petit, j'étais très très loin. J'étais très très loin des gens et de la société, dans ma tête. Et donc t'es parti. Et donc je suis parti. J'ai fait l'Europe, plusieurs pays d'Europe. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Asie du Sud-Est. Et en fait, être au contact d'autres cultures m'a rattaché à l'humain. M'a montré que ouais, c'est bon, ça va, quoi. Enfin, il n'y a pas que des petits Parisiens dans le monde. Des petits Parisiens compliqués qui veulent dire tout sauf ce qu'ils disent. Et que le monde est merveilleux. Qu'il y a plein de choses merveilleuses partout dans le monde, et qu'il y a plein de gens merveilleux partout dans le monde. Et ça m'a fait faire des rencontres. En fait, ça m'a redonné foi en l'humanité, quoi. Et donc voilà, je fais mon petit tour du monde. Et puis quand je rentre, j'ai plus une thune. Et puis je me dis, bon, va vraiment falloir y aller, va falloir retrouver un boulot. Et je me dis, qu'est-ce que je sais faire? Tiens, je sais prendre des photos. Et là, je me dis, écoute, t'as fait du peut-être pas très très beau pendant quelques années. Est-ce qu'il serait pas temps de faire des choses belles? Et puis je me lance, je me dis, tiens, bon, on verra bien, on verra si j'arrive à percer, à en faire une carrière, et à vivre avec ça. Et je me lance dans la photo. Écoute, j'ai dû faire les choses correctement, parce que ça fait 11 ans que j'en fais. Et alors, comment t'as fait, justement, pour percer? Ah! Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la photo, peu qui percent. Donc toi... Alors, ce que je dis à mes élèves, souvent, quand je donne des cours de photo, pour ceux qui veulent devenir professionnels, je dis, mettez-vous une chose en tête, la photo, c'est pas votre cœur de métier. Le cœur de métier, c'est commercial. Et le réseau.
Il y a des photographes. Et comment t'as fait, toi, pour développer ton réseau, alors? Alors, j'ai une bonne fibre sociale, on va dire. Ne pas avoir peur de parler de soi, de ce qu'on fait, Ok. de montrer son travail. Ouais. C'est très français, ça. On n'aime pas trop parler de soi. On a vite l'impression d'être voilà, intrusif, obséquieux. Alors qu'en fait, il y a une façon correcte de parler de soi. Sans dire, regardez, c'est génial ce que je fais, je suis le meilleur. Non, juste, tenez, voilà ce que je fais. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc, ouais, et puis aller parler aux bonnes personnes. Comment tu savais? Comment t'as choisi? Les gens avec qui je parlais? Les bonnes personnes? Ah, les bonnes personnes? Bon, je sais pas, j'écoute ma petite voix. Ouais. À l'instinct. Ouais, à l'instinct, ouais, beaucoup à l'instinct, ouais. Beaucoup à l'instinct. Comme je te dis, je sais pas, j'ai toujours eu confiance en l'univers. Et je sais il m'amène toujours vers les bonnes personnes. Donc, avec les années, et puis alors surtout après mon tour du monde, j'ai vécu pas mal d'expériences que d'aucuns qualifieraient comme mystiques, occultes, sacrées. Et puis après, c'est vrai qu'après après ce tour du monde, j'ai décidé de complètement me fier à l'univers, quoi. Je sais que ça se passera pas toujours bien, mais bien à la fin. Ce que je veux dire, c'est... Parce que, évidemment, ça n'a pas toujours été rose depuis, hein. J'ai vécu des trucs pas cool, tout. Mais je sais qu'à la fin, ça va. Bon. Voilà. Je suis pas inquiet. Voilà, par exemple, je sais que là, l'année passée, elle n'a pas été super cool pour moi. Même assez dure, si tu veux savoir. Mais je me raccrochais toujours à... C'est passager. Et voilà, oui, la période maintenant, elle est pas cool, mais je sais qu'après, ça va aller. J'ai entendu ça dans une série un jour. Cette phrase que j'aime beaucoup, c'est ne t'en fais pas si ça va pas, parce que ça veut dire que c'est pas fini, parce qu'à la fin, ça va. Cette philosophie qui est un peu le fil rouge de ta vie, elle vient d'où? Je pense qu'il y a une bonne partie du Vietnam. Une bonne partie du Vietnam, parce qu'il y a il y a ce côté très fataliste dans la culture vietnamienne, où ça sert à rien d'essayer d'avoir du contrôle, de changer les choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est, non pas réagir, mais c'est agir en fonction de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe doit arriver, et arrivera, quoi que tu le veuilles ou non, ça arrivera. Et le vrai contrôle que tu as, c'est sur ce que tu vas faire par rapport à ce qui t'arrive. C'est pas essayer de stopper la pluie. Ouais. La pluie, elle arrive. Et en fait, c'est une philosophie de vie assez, je vais pas dire reposante, mais réconfortante, parce qu'être dans le contrôle tout le temps, c'est chiant. C'est fatigant. Je dis ça en connaissance de cause, parce que je l'ai beaucoup été. Tu as parlé de plusieurs pas de côté. Parce que bon, moi normalement c'est un pas de côté, mais toi tu m'as pas laissé le choix. J'en ai encore un, si tu veux. Justement, j'y viens. Est-ce que t'en as encore? Ouais. Parce qu'on va bientôt arriver à la fin de notre échange. Allez, un petit dernier. Et un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Celui-là, purement... alors, pas professionnel. Ouais. 2017, ma carrière photo avait bien décollé. Et puis je rencontre une fille à ce moment-là. Et alors on est 4 frères dans la famille, tous célibataires. Je rencontre une fille, puis ça se passe bien.
Et puis au bout de 2 mois, je la demande en mariage. Et 6 mois après, je l'épouse. Ce qui est, dans ma famille, pas trop la norme. Enfin, en fait, c'est un pas de côté par rapport à ce qui se fait dans ma famille. Enfin, voilà. C'est pas un pas de côté par rapport au reste de la société, parce que ça, c'est ce que j'ai fait assez commun. Mais c'était un pas de côté par rapport à moi, dans ma famille. Voilà, on est, au-delà de pas être mariés, on est tous célibataires, quoi. Genre, et ouais, je sais pas. J'avais. Après, je pense qu'il y avait évidemment, bon, déjà cette envie de pas faire comme tous mes frères, mais aussi. Aujourd'hui, ils en sont où tes frères? Ils sont toujours célibataires. Non, mon grand frère est en couple depuis plusieurs années, et c'est le seul. Mais toujours pas marié. Et il le sera pas, parce que il est pas intéressé. Mais ouais, le mariage, c'est quelque chose, entre frères, au-delà de, on n'en avait pas discuté. Si, on en avait discuté, mais genre, c'est pas un truc, quoi. C'est vraiment pas un truc. Et moi, tout à coup, sorti de nulle part, et puis surtout, je l'avais dit à personne. Tout à coup, j'annonce à ma famille et à mes frères, à mes parents, que non content d'avoir une petite amie, je vais me marier. C'était motivé par quoi, cette demande en mariage? Pas mal de choses, je pense, l'envie de fixe un peu. Encore, tu sais, ce cadre. Hein, L'engagement? Ouais, l'engagement, l'amour, parce que j'aimais, et j'aime toujours, enfin, je l'aime toujours, pas romantiquement parlant, mais j'ai toujours beaucoup d'amour pour mon ex-femme. Et je suis très content d'avoir la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Mais ouais, donc ouais, l'amour et le besoin d'engagement, enfin l'envie d'engagement, ouais. Ouais. C'était surtout l'amour. Ouais. Bah, c'est ce qui devrait être la raison de base de tout le monde, je pense, pour se marier. En fait, à chaque fois, tes pas de côté sont motivés par cet instinct de bonheur. Ouais, ah oui, ouais. À chaque fois. Clairement, ouais. Oui, alors, et effectivement, l'amour, bonheur, voilà. oui. Voilà, ouais. Ok. Waouh. T'en as assez de pas de côté, c'est bon? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que ça va pas mal. On est bien là? On est bien là, on est bien. Après tous ces épisodes de vie, si tu pouvais, là, aller voir le petit Édouard et lui donner des conseils, t'auras envie de lui dire quoi? Ah. Déjà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que j'ai toujours été très inquiet dans ma vie. Et il y a une part de moi, une part inquiète. Ouais. Et je sais qu'il m'a, oui, elle m'a amené ici, donc cool. Mais je sais, elle m'a aussi empêché de vivre à fond pas mal de choses. Okay. Donc t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. T'inquiète pas, ça va bien se passer. N'arrête jamais d'aimer les gens. Parce que ouais, ça c'est quelque chose que j'ai en moi. Et comment tu pourrais le dire de façon positive? Les gens méritent d'être aimés. Ok. Et donc continue à le faire. Ouais. Parce que ça, j'ai toujours, voilà, quand je dis n'arrête pas de, j'ai toujours eu envie d'aimer les gens. Et je pense que c'est une bonne chose. Et qu'il en faut, qu'on n'en a peut-être pas assez dans le monde aujourd'hui. Et en fait, parce que il y a ce truc de, en fait, tant que les gens t'ont pas donné une raison de ne pas le faire, fais-le. Ok. Tu vois. Et vaut mieux partir, enfin pour moi, vaut mieux partir sur cette base-là. Tant que les gens ne t'ont pas donné une raison de ne pas les aimer, bah pourquoi ne pas les aimer? Un autre conseil? C'est déjà pas mal, hein? Ouais. Est-ce que tu auras envie de te dire quelque chose d'autre? Aujourd'hui à moi? Non, au petit toi. Au petit moi? Je pense que ces deux choses-là peuvent mener loin, déjà. Okay. S'il
y a des conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans une démarche justement de différence, tu vois, des autres, ou de vouloir oser faire X ou Y, mais qui n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, de leur donner comme conseil? Alors, déjà, essayez parce que vous vous ennuierez beaucoup moins. Ouais. C'est, il y a ce côté très exaltant, en fait, de pas faire comme tout le monde et de pas faire tout le temps la même chose. Et, euh, et ouais, c'est pas. Alors les détracteurs diront oui, c'est de la fuite. Machin. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a ce côté, il y a cette envie de changement, il y a cette envie de, de pas faire, de pas faire ce que tout le monde attend. Parce que, en fait, si vous faites si vous faites ce que les autres attendent de vous, vous rendrez les autres heureux. Pas vous. C'est très simple, hein, mais je pense que ça mérite d'être rappelé. Ça mérite d'être rappelé. Oui, c'est effrayant, mais si ça l'était pas, ça vaudrait pas le coup. En fait, je pense que déjà, si vous allez vers quelque chose qui vous fait pas très peur, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas si différent que ce que vous pensez. Et, s'il n'y a pas cette petite appréhension avant de le faire, vous êtes peut-être pas en train de viser le bon truc. Parce que en général, les bonnes choses se trouvent hors de votre zone de confort et ça se passe bien après. Faites pas votre vie pour faire plaisir aux gens. Et oui, c'est effrayant, mais c'est parce que c'est ce qui donne la plus-value à la chose. Et c'est un très bon indicateur de si ça va être bien ou pas. Ok. Voilà. Alors, je vous parle pas de vous mettre en danger non plus. Hein. Alors, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais En toute sécurité. voilà, restez en toute sécurité. Faites pas de dingueries non plus, enfin de trucs qui mettraient votre vie en danger. On parle pas de ça. On parle de juste sortir de votre zone de confort habituelle et de pas avoir peur de vous lancer vers des choses qui après vous pourrez vous dire putain, je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier de m'être lancé un jour et si je l'avais pas fait, je serais peut-être dans une tour à la Défense, dans un bureau, en train de m'ennuyer. Et, de toute façon, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui osent, parce que suffit de voir la proportion de freelance sur le marché du travail. Il y a de plus en plus de gens qui osent se lancer dans une carrière freelance, une carrière solo, plutôt que d'être justement dans un bureau avec un patron. Ouais, les gens, petit à petit, la société se réapproprie un petit peu son existence. Ouais, là-dessus, on est sur un chemin plutôt cool. Ok. Voilà. J'ai envie de te proposer un petit exercice, Allez. si ça te va. Bon, ça va te parler de te mettre en condition de méditation, disons. Ouais, bien sûr. Je t'en prie, installe-toi. Les pieds bien à plat. Ah, par contre, Tu connais par cœur. Ouais. Ok. Et donc, je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre quelques respirations ventrales pour te détendre à l'intérieur. Et puis, je vais te proposer de te projeter dans 5 ans, dans un futur idéal. Donc, en 2030, tu es où tu veux, avec qui tu veux. Tout est en fonction de ce que tu souhaites dans un futur idéal. Aucune contrainte. Où es-tu ?
Je suis devant ma maison. Il y a un lac devant, une forêt derrière. Et je pense qu'il y a un ou deux enfants en train de jouer, pas loin. Qu'est-ce que tu entends comme bruit autour de toi? Les clapotis de l'eau, les oiseaux, les cris des enfants qui jouent. Est-ce qu'il y a des odeurs? L'odeur de la mousse, de la nature. Qu'est-ce que tu fais? Je suis assis sur le ponton, devant le lac, les pieds dans l'eau, et j'observe. Je contemple. Tu contemples. Ok. Comment tu te sens? Bien. C'est comment à l'intérieur de toi? C'est apaisé, C'est apaisé, c'est droit. c'est droit. Et là, dans cet instant où tu te sens apaisé et droit, quelle est ta mission de vie? Toujours la même, chercher l'équilibre, le milieu, l'apaisement et le faire découvrir aux gens autour de moi. Ok. Essayer de montrer aux gens qu'il y a autre chose, qu'il y a une vie plus calme, plus simple. Bien. Alors, je t'invite à rester quelques instants là-dedans, dans cette émotion, dans ce ressenti, afin d'en profiter. Et quand ce sera OK pour toi, de reprendre quelques respirations ventrales bien profondes et de t'étirer, de bâiller, puis de rouvrir les yeux quand ce sera OK. Et me voilà. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour arriver à ce futur idéal? Continuer dans ma lancée sur ma carrière. Ouais. Ça, c'est pour l'aspect on va dire matériel. Trouver la mère de mes enfants. Ouais. Appel. Je suis pas pressé. 5 ans. Ouais, non, mais c'est 5 ou 10, je m'en fiche. Je suis pas pressé parce que je préfère la bonne mère pour mes enfants que. Et continuer à, on va dire, dans le côté plus spirituel, psychologique, continuer à chercher cet équilibre dans toute chose, dans tout aspect de ma vie. Toujours chercher l'équilibre. Les extrêmes sont jamais bons. Même si, je sais, à entendre ma vie, on pourrait croire que je suis toujours allé dans l'extrême. Et oui, justement, et c'est pour ça que je sais que c'est
c'est pas là qu'on trouve, c'est pas là qu'on trouve la sérénité. Ok. Et je suis d'autant plus calé pour le dire que je suis allé. Bien. On arrive donc à la fin de cette rencontre. Merci Ondine déjà. Ben, je t'en prie. Et tu repartirais avec quoi en 3 mots? De ce podcast, Ouais. nostalgie, D'accord. optimisme pour le futur et réflexion. Parce que reparler de tout ça et en fait reparler de tous ces pas de côté, ça fait réfléchir sur tout ce que j'ai fait et vers quoi je vais. Super. Ben, merci encore. Merci à toi.